Bonjour, ici Crypto Ali, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, 4 septembre. Alors, de quoi qu'on va parler? Ça va être quelles sont les méthodes d'investissement aujourd'hui des Français dans la crypto-monnaie. OK? Mais avant tout, on va aller voir les marchés qui sont rouges depuis à peu près une heure, légèrement. OK? On voit que c'est assez dominant, merci. Ensuite, XRP, 1,2 $. On va en parler aussi tantôt, SEC Ripple. Un compte rendu simple parce que je m'embarque plus dans les conversations compliquées. C'est plutôt assez spécial, des termes qui sont pas nécessairement toujours faciles à comprendre pour tout le monde. Je vous rappelle que si vous voulez protéger votre crypto, 50$ de rabais pour une clé Decent, embarquez maintenant chez AssociQ, pas de problème. Mais aussi, il y a des frais de livraison et de douane que je contrôle pas. OK? Bitrue, Sumberg, 58 cents, s'il y en a qui s'intéressent à savoir. Et on peut nous suivre ici sur Twitter à Olivier_XRP. Alors, les titres d'aujourd'hui, je vous l'ai dit à l'instant, on parlait quelles sont les méthodes des investissements des crypto-investisseurs français, qui est plutôt surprenant, vous allez voir. Ensuite, une baleine déplace 20 millions de XRP vers Bitso. Ensuite, la SEC contre Ripple, ça c'est clair. Axie Infinity prévoit de lancer un exchange décentralisé parce que leurs revenus ont baissé. Tezos qui gagne 23% en 24 heures et atteint un nouveau sommet historique. KuCoin qui expulse à son tour les utilisateurs chinois. Et une Subaru de Colin McRae vendue contre 8,02 Bitcoin qui était laissé comme ça dans un coin. Et maintenant, ça a été vendu pour un total de 375 000 $. On va voir ça à la fin. Alors, c'est parti. Quelles sont les méthodes d'investissement des crypto-investisseurs français? Les données relevées par CryptoCheck ont été collectées auprès d'un panel de plus de 3000 détenteurs de crypto-monnaies résidant en France par l'intermédiaire d'un questionnaire en ligne disponible entre le 30 juillet et le 16 août. Premier constat. Plus de 86% des crypto-investisseurs français sont entièrement autonomes quant à leur prise de décision dans le domaine. Seule une poignée de personnes interrogées, 0,6% exactement, ont recours au conseil d'un professionnel. Autre particularité notable, 45% des investisseurs assurent qu'ils ont recours à la méthode du DCA qu'on appelle le Dollar Cost Averaging. Particulièrement recommandé pour les débutants. Cette stratégie, je le rappelle, consiste à acheter un actif de manière régulière et étalée dans le temps. En France, 46% des crypto-investisseurs combinent deux éléments pour analyser les marchés. Pour eux, l'analyse fondamentale est tout aussi importante que l'analyse technique pour prendre une décision. 34,6% des répondants affirment qu'ils s'appuient essentiellement sur l'analyse technique, tandis que seulement 14,5% estiment qu'il est plus important d'analyser les fondamentaux. Tout ce qui se cache derrière l'entreprise, c'est qui, le CEO, qu'est-ce qu'ils ont construit, des choses comme ça. Et tout ce qui est technique, c'est un graphique, là. Je sais pas s'il y en a qui avaient compris. Des fois, je pense que tout le monde connaît tout. Mais il y a des nouveaux qui arrivent sur la chaîne. Alors, l'analyse technique, c'est un graphique. Un peu comme ça ici, qu'on peut voir là, présentement, le XRP en weekly. Et là, on fait des analyses techniques. Et les fondamentaux, c'est qui se cache derrière la compagnie, puis tout leur développement et tout ce qu'ils ont fait avec les partenaires. Curieusement, 5% des répondants assurent qu'ils investissent à l'aveugle. Ouf! Des fois, la chance peut tourner de l'autre côté en faisant ça, mais c'est risqué. C'est-à-dire sans prendre en compte le moins d'aspects techniques ou fondamentaux de la crypto-monnaie qu'ils achètent. Alors, ils ne regardent pas une charte comme ça et en plus, ne regardent pas c'est qui est derrière la compagnie. 5% quand même, hein, c'est pas mal. On voit ici une représentation qui est 46.1, analyse technique fondamentale, analyse technique qui est 34 contre 14, aucune. D'accord? Alors, les plateformes préférées des Français, c'est quoi? En France, Binance mène toujours la barque et est utilisée par près de 80% des répondants. On retrouve la start-up Swissborg en deuxième position, avec 25% qui assurent utiliser les services de la start-up suisse. Vient ensuite Coinbase, avec 24%,
Kraken, 15%, Crypto.com, 9% et FTX, 6%. Alors quand même, hein, 80% des répondants utilisent Binance. Tristement, et très étrangement d'ailleurs, même moi à ma grande surprise, aucune plateforme basée en France ne parvient à tirer son épingle du jeu et peine encore à attirer les utilisateurs face à la puissance des concurrents étrangers. Puis on voit que Binance domine, hein? C'est énorme, là, c'est la moitié du tableau. Swissborg ici en vert, Coinbase ici, Kraken, Crypto.com et FTX, un petit 5,9%. En ce qui concerne la sécurité de leurs cryptoactifs, les investisseurs français apportent une certaine confiance aux plateformes centralisées, mais également aux blockchains en elles-mêmes via le staking. Staking, c'est qu'on place, par exemple, on va dire un token, peu importe, okay, on place une crypto à un endroit et en faisant ça, on accumule de cette crypto-là gratuitement parce qu'on décide de staker, qu'on appelle. Enfin, 39,5% des crypto-investisseurs utilisent également des portefeuilles physiques, comme moi, celle que je suis partenaire avec, que je rappelle encore, Decent. Ça, c'est ça un portefeuille physique, pour ceux qui ne savent pas. 39,5% de tous ceux qui ont été interrogés, là, sur 3000, utilisent des portefeuilles physiques. C'est quand même bien, 40%. Et les plus connus en France, c'est Ledger et Trésor. Moi, ici, c'est Decent, 50 pièces de rabais. Avec le pouce biométrique. OK? Ça, c'est pour l'étude. Alors, on continue immédiatement avec la SEC et Ripple, parce que j'en parle presque plus. Je trouve quelque chose d'intéressant qui s'est passé. Alors, la SEC a demandé une conférence et une ordonnance qui oblige Ripple à rechercher et à produire des renseignements vidéo et audio, écoutez bien ça, des réunions de la société qui inclut les défendeurs individuels Brad Garlinghouse et Chris Larson, ainsi que d'autres employés clés s'exprimant sur des sujets liés au litige dans le cadre du procès. Le plaignant a accusé Ripple, c'est la SEC qui a accusé Ripple, d'avoir une méthodologie de recherche défectueuse qui excluait les preuves hautement probantes de sa production tardive d'enregistrement réactif jusqu'à ce que la SEC soulève ses problèmes avec Ripple. Je ne vais pas vous lire au complet, je vais juste vous montrer ce que je trouve important là. Alors, la SEC veut obtenir des preuves que les défendeurs individuels et les employés clés savaient que le XRP pouvait être considéré comme une sécurité car il commercialisait l'actif numérique en tant que contrat d'investissement. C'est le cas le plus solide de l'agence contre Ripple. À date, c'est ce qu'ils détiennent le plus important. Faut quand même pareil qu'ils fassent toute la preuve là. Le plaignant, cependant, Ripple, est responsable de la clarté et de la réglementation et on sait que les dirigeants de Ripple ont tenté en vain de connaître la position sur l'agence. Le plaignant, excusez-moi, là, qui voulait dire la SEC. Okay? Alors la SEC est responsable de la clarté et de la réglementation. Puis on sait que les dirigeants de Ripple, ils ont tenté de rentrer en contact, hein, puis de faire des affaires avec eux autres et de les mettre au courant, mais sans vraiment comme feedback de la part de la SEC. De plus, il est fort probable que l'argument de sécurité de la SEC pose des problèmes étant donné que la technologie avait été entièrement développée avant la vente de XRP. Checkez bien les statistiques ici, là, c'est assez surprenant. La SEC s'est également plainte auprès de la Cour des 30 000 demandes, on vous rappelle, hein, 30 000 demandes d'admission de Ripple qu'ils ont envoyées là. Le demandeur a demandé une ordonnance de protection libérant la SEC contre toute obligation de répondre aux 29 947 restantes. Ils veulent pas répondre à tant de demandes, c'est trop là. Checkez bien ça, le prochain texte. La SEC a informé la Cour qu'elle avait passé plus de 100 heures, pauvre petit, hein, à répondre à 254 demandes. À ce rythme, le demandeur aurait besoin de plus de 473 jours pour terminer la tâche. Ouf. Je pense pas qu'ils vont se taper encore 29 947 demandes là, d'admission. OK? C'est bien trop long comme job. À suivre. Ça, c'est clair. On continue ici avec XRP, une baleine qui a déplacé 20 millions d'XRP vers Bitso. OK? L'actif réseau de XRP a connu une forte augmentation la semaine dernière
après que les comptes XRP des millionnaires ont commencé à déplacer le 7e actif, là, présentement, le numérique le plus précieux du monde, des portefeuilles crypto vers les échanges Bitso. Wells Alert, là, qui détecte les gros montants d'argent, l'une des principales sociétés de suivi de blockchain, a récemment mis en évidence une transaction d'une valeur de 20,3 millions de dollars qui impliquait le mouvement de 20 millions de pièces XRP. On peut voir la transaction ici, sur Wells Alert, 20 millions d'XRP. Il y a 2 jours, de inconnus à Bitso. OK, de bananes. C'est personne entre nous qui a ça, 20 millions d'XRP, là. Ça, c'est clair. Continue avec Axie Infinity qui prévoit de lancer un exchange décentralisé. Le jeu Play to Earn a également réalisé un airdrop de 60 millions de dollars et lancé le staking AXS là, pour relancer un peu Axie Infinity qui sont un peu qui font moins de profit depuis quelques temps. On va le voir là, Jeff Zerlin, qui est cofondateur d'Axie Infinity, a annoncé en exclusivité sur le podcast de Scoop un projet d'exchange décentralisé, qui est un DEX qu'on appelle. La plateforme a pour objectif de faciliter l'exchange des tokens utilisés dans l'écosystème. Là, les gens, ils aiment pas ça, avoir besoin de passer par un bridge. Là, ils aiment faire tout à la même place, incluant moi. Là. Si le projet a vu sa base d'utilisateurs passer de 38 000 utilisateurs en avril à 1,7 million d'utilisateurs en août, ce qui est énorme, l'intérêt a légèrement diminué ces dernières semaines. Les revenus du protocole ont passé de 17 millions à 5,5 seulement. Alors, c'est pour ça que lui essaie de relancer la chose en faisant un airdrop ici de 60 millions de tokens. Okay. Le DEX, qui est l'échange décentralisé, pourrait relancer la croissance du jeu en supprimant certaines frictions qui existent pour les joueurs qui doivent déplacer leurs tokens hors de la plateforme pour les échanger. C'est très plate, là. On voit ici en cotation que les gens veulent acquérir et utiliser leurs tokens au même endroit sans avoir à utiliser constamment un bridge. Tu sais, exemple, là, on va sur Binance pour envoyer de l'argent dans une plateforme, tout simplement parce que la plateforme n'est pas capable de fournir comme toute la structure. Là. C'est fatigant. N'importe qui aimerait juste faire affaire à une place. Le DEX sera construit sur Ronin, une side chain Ethereum spécialement conçue pour Axie Infinity. Tezos, qui gagne 23% en 24 heures et atteint un nouveau sommet historique. Le XTZ, qu'on appelle, atteint un sommet historique de 8,83 $ ce dimanche, qui est hier, après une tendance haussière qui a débuté mercredi, date à laquelle il valait 5,51 $. Les applications décentralisées et le pourcentage de volume de staking sur le réseau alimentent la tendance haussière du cours. On peut voir ici, en plus, c'est très populaire, hein, Tezos pour construire des dApps, hein, okay. Sachant que Tezos est une blockchain de couche 2 construite sur Ethereum. Alors, Ethereum, mais on construit par-dessus couche 2. Il est possible d'utiliser des contrats intelligents et d'y créer une dApp, ce qu'on appelle application décentralisée. La blockchain dispose d'un langage de contrats intelligents appelé Michelson et ces contrats intelligents ont reçu 5,8 millions d'appels en octobre contre 3,2 millions d'appels en septembre. L'activité de développement sur les dApps de Tezos s'est accélérée et compte actuellement environ 135 projets, quand même, d'applications décentralisées en développement. Good, bon jeton à voir, bon projet. C'est très populaire aussi leur blockchain pour les NFT. Après UOB, Gate.io, c'est au tour de KuCoin de expulser à son tour les utilisateurs de leur plateforme chinoise. KuCoin est la dernière des plateformes d'échange majeures à se conformer aux directives de Pékin. Les utilisateurs chinois auront jusqu'à décembre prochain pour clôturer leur compte. D'accord? Vous avez un compte là-bas. Ça me surprendrait, par exemple, là. C'est très, très rare, les Français qui ont des comptes KuCoin, là. Très pratique, par contre, là. Même moi, j'en ai un, puis je trouve qu'on trouve des jetons que nulle part autre on peut trouver. Mais ça dépend du monde, hein. Ça dépend dans quelle direction qu'on regarde. Mais il y a beaucoup de jetons qui sont là-dessus que je suis bien content d'avoir. Là, on parle des utilisateurs de chinois, là. Ça vous consomme pas tout. Vous pouvez continuer d'utiliser la plateforme KuCoin. Alors, ici, pour terminer, une Subaru de Colin McRae, okay, qui est un coureur très réputé dans le monde du rallye.
de Subaru, a vendu sa Subaru contre 8,02 Bitcoin. Hein, c'est pas une Lamborghini, là, c'est une Subaru, même que je préfère une Subaru qu'une Lamborghini, là. C'est une des voitures mythiques conduites par le pilote Colin McRae qui vient d'être cédée pour 8,02 Bitcoin dans une vente aux enchères, là, comme le rapporte le média australien. La Subaru de Colin McRae a été plus ou moins laissée à l'abandon. Là. Ça, je suis un peu sceptique. Là. Même laissée à l'abandon, ça coûte pas entre 7 000 et 14 500 $ par toute une Subaru. Là. Même la mienne n'était pas comme ça, équipée comme eux autres qui font du rallye, puis je l'ai vendu plus cher que 14 000. Là. Alors, je trouve ça un peu spécial, le prix ici. Là. Ce n'est pas récemment qu'on a réalisé sa valeur. Il s'agit d'une des voitures mythiques du champion, là, pour ceux qui ne le savent pas. Avec le jeu populaire dans le temps, en 98, là. Ça fait longtemps, j'avais 18 ans, là. Je me rappelle, je jouais à ça sur le PlayStation, Colin McRae Rally. J'étais tout content de jouer à ça avec une auto même, là. J'avais aussi une auto en miniature. Par après, j'ai commencé à ramasser des sous, faire plusieurs jobs pour m'en acheter une, modifier. J'avais une Subaru WRX qui était convertie en STI, qui est un swap du Japon de 2 litres. Moteur très performant de 300 livres, là. Puis 300 HP s'il y en a qui comprennent pas des livres là, de torque. C'était très, très, très puissant. Très cool à conduire. Vraiment une des voitures que j'ai mis le plus au monde. Dans tous ceux que j'ai eu là. OK. Juste pour vous montrer un peu comment que je suis fan des Subaru. Encore une fois. Je dis pas non pour un autre plus tard. Après la vente, les estimations allaient jusqu'à 725 000 $, mais la voiture s'est vendue 360 000 $ environ. C'est équivaut à 8,2 Bitcoin et l'acheteur a resté anonyme pour cette vente. D'accord? Alors, j'espère que vous avez aimé mon vidéo d'aujourd'hui. Si vous voulez me faire un petit like, gênez-vous pas, c'est des questions, n'hésitez pas. Et j'ai commencé à créer mon Patreon hier soir, puis je vais prendre le temps de bien faire ça cette semaine. Et les gens qui vont vouloir embarquer dans mon Patreon pour avoir accès à Discord VIP vont avoir vraiment l'opportunité que je les supporte techniquement pour tous leurs problèmes, là, que je dis techniquement, n'importe quoi, en vidéo, en live, n'importe quoi, là, on va sur Discord, je vous entraide. Et ensuite, aussi, tout ce qui est d'informations sur la crypto. Alors, ça va être de l'information sur la crypto mélangée avec du soutien technique. Je suis là à tous les jours, je vais pouvoir aider à tous les jours. Votre problème, je vais le régler, c'est sûr, avant que vous allez vous coucher. OK, façon de parler, là. Vous n'allez pas attendre des 72 heures avant que votre problème soit réglé avec moi. Je vais faire du one-on-one. Vous êtes sur la plateforme, je suis là, je règle votre problème. Puis je crois que les gens ne seront pas déçus parce que maintenant que je suis à la maison, je vais pouvoir faire ça à temps plein, aider le monde dans la crypto, surtout le côté technique qui est le plus dur. Merci beaucoup d'avoir écouté et je vous dis à la prochaine vidéo. Là-dessus, faites attention à vous. Ciao!